Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre podcast ici au Quai des Savoirs, le podcast de la science, de la culture, de la curiosité en tout genre, avec vous Laurent évidemment. Bonjour Laurent. Bonjour Ghislain. Notre curiosité qui va nous guider aujourd'hui vers les tutos, ces vidéos qui ont envahi le net pour nous faciliter la vie. Et oui, et vous savez qu'au Quai des Savoirs, on s'intéresse à toutes ces nouvelles formes de transmission, de partage des connaissances, et le tuto règne en chef absolu. Et Marlène et ses invités vont nous parler d'une petite surprise, en tout cas une nouveauté, le Tuto Fest. On n'a pas besoin de tuto pour présenter Mariette, c'est notre experte du net ici au podcast. On va la retrouver dans un instant pour une nouvelle découverte dans Vue sur le web. Et puis en fin de podcast, on va vous retrouver Laurent pour votre playlist avec notamment un bouquin qui va nous parler de neuromanager, d'avocats augmentés. Mais vers quelle planète êtes-vous encore allé Laurent? Vous le saurez à la fin de l'émission. Merci de vous connecter ici au podcast du Quai des Savoirs. Nos aventures démarrent tout de suite avec Vue sur le web. Bonjour Mariette. Et bonjour Ghislain. Votre sélection du jour pour Vue sur le web, c'est Popular Science. Oui, alors Popular Science, in anglais, In English. Of course. C'est un magazine donc américain trimestriel qui popularise les sciences donc depuis 147 ans maintenant, depuis 1872 quand même, et qui est traduit donc en plus de 30 langues, distribué dans 45 pays. Donc en fait, vous nous parlez d'un magazine, c'est un changement de chronique, c'est pas Vue sur le web, c'est Vue sur la librairie, c'est quoi l'histoire aujourd'hui? Non, alors, je reste sur le web quand même, parce que je ne vais pas vous parler particulièrement du magazine papier, hormis ces quelques données, mais plutôt donc d'une sélection, un petit avant-goût de leur stratégie donc, sur les réseaux sociaux, enfin comment ils investissent ces réseaux sociaux par rapport au contenu donc qu'ils créent. Alors ils ont un site bien évidemment qui centralise donc tous leurs articles sur des sujets assez variés, le do-it-yourself, la santé, l'environnement, les technologies, etc. Ils ont également des podcasts aussi, une boutique si vous voulez acheter des produits dérivés donc de PopSci. Ils ont YouTube également donc ou entre autres vidéos. Vous pourrez apprendre comment mourir de manière écolo. Et oui, parce qu'on pollue Ghislain quand on meurt également. Tendance jusqu'au bout donc du coup. Voilà. Ou comment faire les frites parfaites. Donc il y a une scientifique qui s'est associée avec... les frites parfaites? Oui, une frite parfaite. Ça ressemble à quoi une frite parfaite? Alors pour moi, elle est croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. J'ai faim. Donc une scientifique qui s'appelle Ariel Johnson qui travaille particulièrement sur ces questions-là, donc autour de l'alimentation. Et bien ils ont fait une vidéo donc avec elle pour la frite parfaite, ou encore comment faire la parfaite boule de neige également. Donc là, je ne sais pas quel est le scientifique avec lequel ils se sont associés, mais vous pouvez faire la boule de neige parfaite si vous voulez briller sur les pistes de neige d'ici là. Ils investissent également donc leur Twitter, leur Facebook de manière un peu plus classique, avec un partage donc d'infos scientifiques très variées qui s'appliquent à 1000 facettes vraiment du quotidien. Et puis ils ont leur Instagram, voilà. Elles sont là. Voilà, les stories Instagram de Mariette. Ma grande passion, voilà. Donc vous avez une déclinaison de stories avec par exemple des quiz, donc somme toute classiques, mais avec des illustrations et des présentations bien léchées, avec des explications également toujours, où on vous interroge, on vous montre une photo et on vous demande qu'est-ce que c'est. Donc c'est surtout des photos d'histoire naturelle, d'insectes ou de choses comme ça. Des sondages pour interpeller leurs abonnés autour de l'intelligence artificielle par exemple. Ils font du collaboratif, donc du participatif plutôt avec leurs followers, par exemple en leur demandant de partager leurs blagues sur les sciences ou les maths. Donc si vous voulez participer aussi, proposer vos blagues sur les sciences ou les maths, vous pouvez les envoyer à Popular Science. Et vous, votre blague, c'était quoi la blague? Non, je ne vous rencontrerai pas. Je ne sais pas du tout ma tasse de thé. Je ne sais pas faire des bonnes blagues. Je ruine toujours la chute. Il y avait une petite story qui était assez sympa, je trouvais. C'était sur le Fat Month. Donc c'est le mois de janvier, le mois des graisses, le mois du gras, plutôt. Vous savez, quand on regrette tous les excès des fêtes, oui. voilà. Et ben eux, ils l'ont fait d'une manière plutôt pédagogique, puis qu'ils interrogent justement tous les aspects, divers aspects en tout cas, qui peuvent être liés aux bonnes graisses, aux mauvaises graisses, sur le corps, etc. Donc je trouve que c'était plutôt intéressant d'explorer cet aspect-là. En story. Ils listent aussi des choses les plus étranges qu'ils ont pu voir dans la semaine. Donc, quelques exemples. Le sable, par exemple, sur lequel vous allongez au soleil l'été, c'est n'est autre que des tas d'excréments de poissons. Donc, ils expliquent ça, cette odeur, d'accord. Voilà. Ou encore la police de New York qui a ses propres apiculteurs dans ses rangs pour pouvoir régler les problèmes liés aux ruches qui s'installent sauvagement dans la ville. Et enfin, pour conclure, donc, j'irai sur cette petite story que j'ai trouvée très sympa, qui n'est pas forcément donc, science, mais plutôt techno. Et je conclurai donc avec cette story sondage, Tech CEO or Comic Book Villain. Donc, j'ai un accent merveilleux. Traduction. Donc, des sentences, en fait, qui nous sont proposées et on doit les attribuer soit à un PDG
techno, Oui. soit un méchant de comics. Ok. Donc les deux, des fois, se ressemblent. On ne sait pas trop si c'est un vilain de BD ou un PDG qui l'a dit. Si je vous dis, par exemple, si tu es bon à quelque chose, ne le fais jamais gratuitement. C'est très PDG, ça. Ah ouais, et moi, je pensais aussi, eh ben non, c'est le Joker Raté. qui a dit ça. Voilà. Ou encore, une phrase terrible qui fait un petit peu peur quand même. Nous savons où vous êtes, où vous avez été. Nous savons plus ou moins ce que vous êtes en train de penser. Bah, c'est très vilain. Ah, c'est très vilain et pourtant, c'est Eric Schmidt qui était le CEO donc, de Google de 2001 à 2011. Ça fait un petit peu froid dans l'eau quand même. Merci beaucoup en tous les cas. Donc Popular Science, c'était votre sélection dans Vue sur le web. Aujourd'hui, on se connecte bien sûr sur tous leurs réseaux sociaux grâce à vous, Mariette. Merci Mariette. Sortez vos agendas, le 18 octobre 2019, ici au Quai des Savoirs, aura lieu le premier festival des tutos vidéo, c'est le Tuto Fest. Alors ça, c'est la musique officielle du Tuto Fest que vous retrouvez sur notre site quaidessavoirs.fr. Marlène, vous êtes ici pour nous parler de cet événement et des tutos bien sûr en général. Bonjour Marlène. Bonjour Ghislain. Le tuto, donc cette fameuse vidéo qui nous facilite la vie. Mais alors en préparant cette émission, quand j'ai tapé le mot tuto sur internet, j'ai trouvé guide d'apprentissage en informatique. C'est quoi cette histoire ? Alors vous n'êtes pas complètement dans le faux, Ghislain, puisqu'au départ, les tutos étaient plutôt destinés au domaine de l'informatique. Aujourd'hui, le mot s'est généralisé à des activités comme la robotique, le bricolage, le jardinage ou encore les loisirs créatifs, pour ne pas tous les citer. Le Tuto Fest, c'est donc un événement qui est porté par le Quai des Savoirs et qui mettra à l'honneur ce format d'apprentissage. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai invité Noureddine Benazdia, qui sera membre du jury du Tuto Fest. Bonjour Noureddine. Bonjour. Et j'ai invité Marina Léonard, que vous, auditeurs du podcast, connaissez bien et qui n'est pas à sa place habituelle aujourd'hui, puisque comme elle porte le projet du Tuto Fest, j'ai décidé de l'inviter pour qu'elle réponde à mes questions. Bonjour Marina. Bonjour Marlène. Alors je vais commencer par Noureddine. Vous êtes journaliste notamment chez Milan Jeunesse et Uzbek Erika. Vous m'avez dit être passionnée de science et de vulgarisation et vous avez participé à l'élaboration de tutos, notamment dans le cadre de la chaîne YouTube Les Petites Mains, autour du bricolage notamment pour les enfants à partir de 4 ans. Et vous êtes également le papa de Norbert. Alors Norbert qui est une peluche marionnette de la chaîne Norbert Explique-nous, qui, comme son nom l'indique, explique des concepts scientifiques, des phénomènes et propose parfois des tutos. Alors pour commencer, Noureddine, pouvez-vous me dire ce qu'est un tuto ? Alors, un tuto, il y a plusieurs types de tutos, on va dire, mais qu'un bon tuto, ce sera celui qui fonctionne comme un mode d'emploi, comme une recette, qui va donc essayer de décomposer les étapes pour réussir à fabriquer ou à réaliser quelque chose qui nous plaît. Un tuto peut parler de n'importe quelle thématique, peut aborder n'importe quelle thématique ? Je pense que oui. Il peut y avoir des tutos scientifiques, des tutos cuisine, des tutos bricolage, des tutos biologie, comment extraire son ADN par exemple. Enfin, tous les tutos peuvent exister. Et alors Marina, le Tuto Fest, est-ce que vous pouvez nous en parler en 2 mots ? Est-ce que toutes les thématiques abordées dans les tutos sont concernées ? Alors effectivement, le Tuto Fest, l'idée c'est de mettre en avant ce que disait Noureddine à l'instant. C'est vraiment cette idée de transmettre une recette, un savoir-faire. Donc tout est possible en transmission des savoirs. Et l'idée du Tuto Fest, c'est vraiment de mettre à l'honneur ce nouveau mode de transmission des savoirs, plus qu'une thématique en tant que telle. Donc effectivement, ça peut être sur tous les domaines. Et qu'est-ce qui va se passer à ce Tuto Fest ? Alors, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, l'idée, c'était de faire un festival des tutos, donc avoir une mise à l'honneur de ce phénomène, de ces vidéos, et donc de le faire un peu sous la forme des festivals vidéo ou festival du film, un peu façon, pourquoi pas, festival de Cannes. Alors, en un petit peu moins grand et avec des invités qui viendront d'un petit peu moins loin, mais avec tout autant de rigueur et de pertinence. De quelle couleur sera le tapis alors du coup ? Alors, on hésite encore, mais on peut en avoir un rouge s'il faut. Je vais regarder un tuto pour faire les tapis alors. On en a, mais c'est protocolaire, ça, il y a des tutos, effectivement. Et en juin dernier, le Quai des Savoirs a donc lancé un appel à participation à tous les tutoteurs et tutoteuses de France pour déposer leur candidature. C'est quoi les profils des personnes qui font les tutos ? Qui fait des tutos ? Alors, qui fait des tutos ? À peu près tout le monde. Tout le monde en regarde, tout le monde en fait. Alors nous, les gens qui ont commencé à candidater sur les premiers qu'on a reçus, c'est principalement des profs. Beaucoup de profs font des tutos. Donc c'est intéressant de voir comment ce
ce média est vraiment en train de venir compléter la sphère de l'éducation. On a des makers, des bricolos, des amateurs passionnés, il y a des geeks aussi, des geeks informaticiens, des gamers, des gens comme ça. Après, les tutos, on n'a pas eu encore trop de propositions dans ce domaine-là, mais c'est des jardiniers, c'est des maquilleuses, des mécanos, ça peut être des cuisiniers, des gastronomes. On parlait de recettes, donc la cuisine, ça marche aussi. Ça, on n'en a pas encore eu trop, mais pourquoi pas. Et on a aussi des journalistes. Donc, Noureddine, vous faites des tutos. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment vous travaillez, soit sur le projet des petites mains ou encore Norbert? C'est quoi les étapes clés pour faire un tuto? Disons que pour un tuto, d'abord, il y a toute la conception, la fabrication. C'est-à-dire tout ce qui est tout ce qui va être montré à l'écran. Donc déjà bien le préparer en amont. Et ensuite, il y a toute la séquence qui va consister donc à restituer ces éléments-là donc pour le spectateur. Parce que là, on parle de tuto vidéo. Donc, il y aura donc, dans ce tuto forcément donc, les étapes qui seront plutôt agréables, compréhensibles, avec des outils qui peuvent être aussi accessibles à tout le monde. Et ensuite, du coup, un montage un peu dynamique et donc qui puisse... du coup aussi être simple et pourquoi pas aussi avec des commentaires des gens qui puissent aussi améliorer aussi ce tuto-là et donner leurs propres conseils. Je rebondis justement donc sur ce que vous disiez sur les critères en fait finalement d'un bon tuto. Marina, dans le cadre du Tuto Fest, donc il y a un jury, vous l'avez dit, un tuto d'or sera remis, il me semble, au meilleur des tutos. Comment est-ce que vous avez travaillé à la sélection de ces tutos? Quels sont les critères pour déterminer que c'est un bon tuto? Alors, c'est une bonne question parce qu'au début, c'est vrai qu'on était vraiment parti sur cette idée de mettre à l'honneur ces vidéos et ces gens qui avaient envie de partager leur savoir. Mais on ne savait pas forcément exactement comment, parce que ça n'existe pas, les festivals de tutos. Donc, on n'avait pas forcément de référentiel. Du coup, on a dit qu'on n'allait pas faire ça tout seul. On s'est associé à tout un groupe de partenaires et qui sont des acteurs de la culture scientifique et technique de France. Donc, on a des collègues de Caen, de Saint-Étienne, de Grenoble, de Nantes, de Toulouse, avec lesquels on a vraiment réfléchi sur comment est-ce qu'on pouvait faire un appel à candidature et après comment est-ce qu'on pouvait évaluer. Donc on travaille vraiment avec toutes ces personnes pour venir poser des critères de sélection. Comment est-ce qu'on qualifie un tuto? Donc on a posé la question dans nos réseaux professionnels et en gros on a retenu des grandes rubriques, des rubriques en technique, parce qu'effectivement il y a toute la question du son, la question de l'image, il y a quand même la nécessité de transmettre un savoir, donc il faut entendre ce qu'on dit. Quand on n'entend pas ou quand on entend mal ce que dit la personne qui nous explique quelque chose et qu'on a des trous, c'est un peu compliqué. Enfin, ça rappelle un peu des cours de temps en temps. On avait des petits passages à vide. Il y a toute la question du scénario que vient d'évoquer Noureddine. C'est vrai qu'il faut que ça raconte quand même une histoire, un pas à pas qui soit un peu sympa. Donc la question du déroulé, c'est sûr que si le tuto il dure 3 heures... encore que pour certaines fois, ça peut être intéressant d'avoir un tuto qui dure très longtemps, mais c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir quelque chose qui permette de zapper des parties. Ça peut être toute la question aussi du discours. Puisque le vocabulaire est adapté, parce qu'il y a la question des matières premières, mais il y a aussi la question de l'accessibilité. Si on ne comprend rien, parce que c'est que des informations hyper pointues, on ne peut pas le suivre. Puis après, il y a toute la question du contenu. Est-ce qu'on arrive vraiment à aller d'un point à un point B? Est-ce que la personne qui nous parle en face ne raconte pas n'importe quoi? Est-ce que... Voilà, enfin, il y a toute cette question de... Comment je regarde une vidéo, quel regard je porte dessus, et puis comment moi, en tant qu'utilisateur, j'ai un regard critique sur ce que je regarde. Et comment être bien référencé sur Internet, justement, pour que notre tuto soit en une, justement, des recherches, parce qu'il y a beaucoup de profs de guitare, de profs de chant, de bricolos, en tout genre. Vous, comment vous avez référencé, justement, vos vidéos pour qu'elles soient vues? Là, il n'y a pas de recette. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de tuto pour savoir comment être bien référencé. C'est juste... Si quelqu'un le fait, par contre, je pense que sa vidéo va faire un carton. Ouais. Ça, c'est évident. Trouver le bon thème, bien sûr. Mais... Trouver le bon thème. Faire, en fait, beaucoup de vidéos. En vrai, il n'y a pas de secret. Hein. C'est se faire du référencement. Du référencement, que la chaîne soit mise à jour régulièrement. Il y avoir une régularité de publication, parce que je ne fais pas... Hein. Et du coup, ça me porte préjudice. Mais par contre, il y a des chaînes qui sont très régulières et qui le disent. Bon, là, je vais poster une vidéo pour plaire à l'algorithme de YouTube. C'est Astronogeek, je crois, qui fait ça au début de ses vidéos. Enfin, il y a... il n'y a pas vraiment de recette, si ce n'est publier, trouver des thèmes qui nous fassent plaisir, sur lesquels on est un peu prescripteur.
sur lequel on peut aussi apporter quelque chose, un certain regard sur des choses qu'on sait déjà faire. Ça, c'est important aussi. Si c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, qu'on tente pour une première fois, ça peut être drôle aussi, ça peut être une marque de fabrique de la chaîne, mais ce ne sera pas une chaîne de tutos, on va dire, vraiment recommandable. Moi, je rebondirais sur ce que disait Marina précédemment, sur le fait que finalement, tout le monde peut faire des tutos. Comment on fait le tri là-dedans? Comment donner du crédit à des vidéos qui peuvent être faites par des professionnels, des amateurs? Et je rajouterais juste, en tant que journaliste, qu'est-ce que vous apportez à un tuto? Non, mes tutos, du coup, je fais plusieurs tutos. Donc, il y a des tutos, par exemple, qui seront pour le magazine Petite Main, donc de Milan Presse. Donc, pour ces tutos-là, donc là, c'est la rédaction qui est habituée donc à fabriquer des choses, à réaliser des choses, donc qui va vraiment faire tout le pas à pas. Et du coup, moi, j'aurai un accompagnement, on va dire, technique, et ensuite de mise en ligne et de référencement. Et après, il y aura mes tutos, qui seront des tutos sciences, du coup, que je vais réaliser, que je vais modifier. Je vérifie aussi mes informations, parce que du coup, je vais en donner dedans. Donc, il y a tout ce travail donc, de réalisation qui est, on va dire, de vérification d'informations, qui est quand même, là, du coup, très important, surtout quand on fait une chaîne scientifique. Là, c'est indispensable. Et de toute façon, ce qui est génial aussi sur YouTube, ou ce qui peut être aussi, ce qui est à double tranchant, c'est que oui, il y a une audience, mais il y a une audience aussi de spécialistes qui va aussi regarder et qui va du coup critiquer les vidéos. Donc une bonne vidéo aussi, c'est une vidéo qui va du coup dire bon, elle est irréprochable, ça fonctionne, ça marche. Du coup, vous parlez bien de votre démarche journalistique. Moi, du coup, je pose quand même la question de comment on fait le tri parmi des vidéos, des dizaines de millions de vidéos accessibles sur Internet. Marina? J'aurais envie de dire, un peu comme avec tous les contenus auxquels on a accès, il faut croiser les sources, il faut en regarder plusieurs. Enfin, on a une collègue l'autre jour, parce que le tuto est devenu très à la mode dans le Quai des Savoirs, on en parle un peu partout. Et on a une collègue qui regardait des tutos sur comment changer la batterie de sa voiture, qui a regardé une première vidéo, puis s'est dit, j'ai quand même en regardé une seconde, et puis sur la seconde, elle a vu que c'était pas du tout les mêmes couleurs de fil qu'on lui demandait de bidouiller, donc elle en a regardé une troisième et puis une quatrième. Donc il y a vraiment cette idée de vérifier ce qu'on dit, parce qu'on peut lire les commentaires des internautes qui ont pu réagir, mais des fois il n'y a pas trop de commentaires à part de « c'était la vidéo que j'attendais ». Et puis il faut regarder ça d'un œil critique comme tout le reste, parce que n'importe qui peut être producteur de la vidéo, et ça, c'est pas écrit sur le profil de la personne qui la poste. Donc, c'est vraiment avoir un petit peu d'esprit critique et de jugeote quand on regarde. Et du coup, vous parlez de votre collègue qui a regardé comment monter une batterie. Est-ce qu'un jour, les tutos pourraient remplacer les garagistes? Alors ça, c'est une bonne question. Alors nous, on va poser la question dans le cadre d'une table ronde pendant le Tuto Fest sur est-ce que les tutos vont remplacer les profs? Et on verra. Et est-ce que les tutos peuvent être, je sais pas, mais dangereux par rapport à, je sais pas, j'ai mon petit qui regarde une vidéo sur de l'électricité, sur justement brancher une batterie. Est-ce qu'il y a des sécurités sur ces vidéos pour pas faire, ne pas reproduire à la maison ou Souvent oui et parfois non. Il y a par exemple j'ai un exemple de vidéo pour Petite Main qu'on rêvait de faire. C'était comment faire du slime. Et on a cherché très longtemps comment réaliser du slime à la maison. Le truc, c'était impossible en fait de faire du slime avec des produits qui ne sont pas dangereux pour l'enfant. Donc, il n'existe pas aujourd'hui de bonnes vidéos de slime avec des produits qui ne soient pas dangereux pour l'enfant. Ou alors, vous aurez un faux slime qui donne une apparence qui n'est pas satisfaisante pour l'enfant, donc du coup... On parle de cette fameuse pâte à modeler. Exactement. Et donc dans le slime qu'on achète, il y a des produits dangereux pour les enfants. Oui, il faut se laver les mains après. Faut pas le manger. Un scoop Quai des Savoirs. C'est des produits irritants. Et vous parlez beaucoup des enfants, notamment par rapport à la chaîne Les Petites Mains. Concernant les tutos faits sur Norbert Explique-nous, vous êtes au courant un peu de qui vous regarde, qui est votre public? Oui, du coup, il y a une majorité d'enfants aussi qui regardent ces tutos. Cette chaîne, étant donné qu'elle est présentée donc par un personnage bleu qui fait penser à un Muppet. Alors que c'est pas le public cible, vous le faites pas spécifiquement pour les enfants? Non, au départ, c'était vraiment pas pour les enfants. C'était vraiment pour plutôt mettre une sorte d'écran entre moi et le spectateur. Qu'il n'y ait pas... S'il y a des critiques, ils critiquent donc une marionnette bleue, ils ne critiquent pas donc Noureddin. Donc du coup, déjà, j'aime bien cet écran. Du coup, ils peuvent critiquer, ça ne me gêne pas du tout. Et ensuite, forcément, donc les parents aussi voient ça. Le vocabulaire est accessible pour des enfants. Par contre, les
parents trouvent leur compte, étant donné que je vais essayer d'aller assez loin dans l'explication et un petit peu au-delà. À la limite, les enfants prennent ce qu'ils peuvent. Ils comprennent en fait beaucoup de choses, on va dire 80% de la vidéo. Il y a les 20% qui vont s'adresser aux parents. Et est-ce qu'on peut parler à Norbert ici, en direct du Quai des Savoirs? Parce que j'ai la voix là devant moi en fait, de Norbert. Oui. quand vous allez regarder les vidéos... Norbert, explique-nous. Norbert est avec nous en fait. Oui, bonjour. Donc vous n'avez pas trop forcé en fait votre voix, hein, mais je vous ai reconnu tout de suite en écoutant votre voix, j'ai écouté Norbert. Oui, en fait... J'ai gardé ma voix, je suis désolé. Je ne peux pas le faire en prenant la voix de Norbert. En fait, au début, Norbert avait une voix très nasillarde et assez désagréable en vrai. Et du coup, je recevais là beaucoup de commentaires de gens qui me disaient « Ouais, c'est bien, mais c'est assez pénible à la longue. » Et en effet, je l'ai écouté, parce que je regardais pas trop, je re-regardais pas trop mes vidéos. Et en effet, c'est assez pénible. Donc du coup, j'ai pris ma voix, que je prends un petit peu plus haut, aigu, oui. un petit peu plus aigu, genre « Hey, salut, c'est moi, Norbert. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. » Mais voilà, on est sur un truc où c'est toujours ma voix. Je suis désolé, j'ai cette voix-là. Donc si elle ne vous convient pas, il faut aller voir quelqu'un d'autre. Mais bon, voilà. Donc Norbert existe avec une voix, on va dire, qui est un petit peu différente de la mienne, mais pas trop. Et Marina a un critère à rajouter à la liste pour le jury, la voix. Oui, exactement. On approche de la fin de ce plateau et du coup, j'ai une dernière question pour vous deux. Pour vous, c'est quoi le tuto parfait? Marina? Le tuto parfait, ça c'est une très très bonne question. Le tuto question. qui marche. Alors le tuto qui marche, moi le tuto qui me plaît, c'est celui qui me permet de faire ce que j'avais envie de faire au départ. Donc ça c'est la base, quoi. Si j'ai besoin de changer une cloison en placo comme certains autour de cette table ou de faire un soufflé au fromage, à la fin il faut que ça fasse un soufflé au fromage. Après une recette. Après en vrai les tutos, là où on est vraiment dans quelque chose d'un pas au-dessus, c'est quand on se rend compte qu'on arrive à faire des choses dont on ne se serait pas cru capable au départ. Des fois, on va voir des vidéos de tuto en tuto et on tombe sur des perles qui nous permettent d'apprendre à faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Donc là, on est encore sur le niveau au-dessus et c'est vrai que c'est plutôt sympa. Noureddine? Alors, je suis entièrement d'accord avec Marina, en tout cas sur le tuto parfait, c'est sûr. Il faut qu'il soit là et qu'il réponde exactement aux besoins qu'on peut avoir sur le moment et qu'en plus, ça fonctionne. Mais il y a un autre petit détail, c'est que ce soit pertinent, j'ai envie de dire, tout le long. En tout cas, soit que j'apprenne des choses au cours du tuto, ou parfois, certains sont un peu longs parce que la personne va parler de sa vie ou de ce qui lui est arrivé la semaine dernière. Et là, je me perds et du coup, je ne sais même plus ce que je devais faire, quelles sont les étapes. Donc c'est ça, et parfois le travers qu'il y a dans des très bons tutos, mais qui me perdent et qui ne sont pas parfaits du coup. Je vous remercie tous les deux. Pour en savoir un peu plus, rendez-vous sur le site de la chaîne de Norbert Explique-nous ou encore sur le site du Quai des Savoirs. Et moi, je vous donne rendez-vous le 18 octobre 2019 au Quai des Savoirs pour le Tuto Fest avec des conférences, remise de prix du Tuto d'Or et une soirée festive. Merci. Merci Marlène, merci à tous les deux. J'aimerais quand même réécouter cette musique ambiance du Tuto Fest, la musique officielle de notre événement. Donc rendez-vous le 18 octobre 2019. Merci à tous, c'est la fin de ce podcast avec tout de suite la playlist de Laurent. Déjà donc la fin de cette émission, l'heure de découvrir votre sélection. Laurent, on va s'adresser vraiment aux jeunes auditeurs de ce podcast en leur demandant ce qu'ils veulent faire quand ils seront grands plus tard. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Ça, c'est la question difficile, vous vous souvenez, hein. Alors c'était il y a plus ou moins longtemps, mais c'est quand même assez compliqué à 10 ans, à l'école primaire ou même après, hein, de pouvoir répondre à cette question. Alors au début, on va dire pompier, vétérinaire, maîtresse d'école, jardinier. Bon, et puis après, c'est je sais pas, un métier qui paye bien ou un métier qui me plaît ou même un métier les deux. Alors bienvenue dans le labyrinthe des fiches métiers, des conseillers et des conseillères d'orientation, des filières aux noms qui nous disent rien, des recherches sur internet, etc., etc. Alors comment choisit-on son métier? Comment accompagner les jeunes à s'orienter professionnellement? Comment anticiper et imaginer ce que seront les métiers du futur? C'est le titre justement du livre d'Isabelle Rouen qui est sorti avant l'été chez First Edition. Avocat augmenté, éducateur de robots, médecin numérique, neuromanager, vous l'aurez compris Ghislain,
Mieux vaudrait être geek dans le futur, car c'est l'axe central de ce petit travail de prospective rédigé dans un style très fluide par une professionnelle du recrutement. La révolution de l'intelligence artificielle va fortement impacter les métiers du futur. Que ce soit la numérisation ou la robotisation des entreprises, des services publics ou des produits, nul ne peut échapper ou ne pourra échapper aux data ni aux IA. Voici donc le paysage que nous brosse l'auteur sur la base de plusieurs études d'instituts économiques mondiaux. Par exemple, le World Economic Forum, vous savez celui qui se réunit à Davos en Suisse chaque année, prévoit que les enfants qui rentrent aujourd'hui en maternelle changeront de métier près de 9 fois dans leur vie professionnelle future. Et oui, mesdames. Ou encore l'OCDE qui estime que environ 16% des métiers existants aujourd'hui sont totalement robotisables. Alors on pourrait dire peut-être seulement 16% parce que, en revanche, 60% des métiers aujourd'hui sont partiellement automatisables. Ce qui commence à faire sensiblement froid dans le dos à bon nombre d'entre nous. Car si des métiers disparaissent, est-ce que d'autres vont apparaître ? Et surtout, en nombre équivalent, afin qu'il n'y ait pas de perdants, que le solde de nouveaux métiers sur anciens métiers soit positif. C'est ce que le célèbre économiste Joseph Schumpeter avait théorisé à propos de l'innovation au début du siècle précédent. La destruction créatrice, l'innovation technique aurait cette vertu de faire disparaître des activités et dans le même temps d'en créer de nouvelles. Alors, quels seront ces métiers du futur ? Alors Isabelle Rouen classe les métiers du futur en 3 catégories à partir des métiers actuels, et c'est là tout l'intérêt de ce livre. Il y a les métiers qui vont devoir évoluer du fait de nouvelles pratiques permises par le numérique, et ce sont par exemple nos métiers, Ghislain. Eh oui, les métiers de la transmission, les passeurs de sens pour les générations à venir, c'est-à-dire les profs, les journalistes, les tutoteurs, les médiateurs, les programmateurs culturels, etc. Les podcasteurs. Les podcasteurs, exactement. Yes. Ensuite, il y a les métiers qui doivent faire leur révolution numérique pour l'auteur. Ce sont ceux qui agissent sur les structures sociales, comme l'entreprise, les services publics ou la ville. Les architectes, par exemple, c'est un des exemples qu'elle prend, sont confrontés au nouveau concept de ville intelligente. Ils doivent maintenant imaginer des bâtiments connectés, soucieux de leur bilan énergétique, qui sont des maillons d'un écosystème urbain et non plus simplement bâtir un immeuble dans une rue. Enfin, il y a les métiers radicalement innovants, conçus spécifiquement pour réguler et avoir prise sur les écosystèmes du futur, car paradoxalement, un monde plus technologique doit être un monde plus humain, et donc plus tourné vers la relation, nous dit Isabelle Rouen dans ce bouquin. En clair, elle nous encourage à cultiver et développer des compétences complémentaires des machines, ce que les anglo-saxons appellent des soft skills, c'est-à-dire des savoir-être plus que des savoir-faire, et d'aller vers des métiers qui apportent du sens, une plus-value éthique, un peu comme s'il fallait prendre de plus en plus soin des humains dans un monde de data. D'où les présentations des métiers d'éducateurs de robots pour orienter et contrôler les apprentissages des machines, de hackers éthiques pour lutter contre la cybercriminalité, ou encore d'éthiciens de l'IA pour défendre les intérêts des humains dans un monde qu'on imagine dominé par les machines. Reste à parier que la réalité sera moins romantique quand on pense par exemple aux correspondants RGPD pour Règlement Général de Protection des Données, qui sont maintenant obligatoires dans les entreprises et les services publics. Pourquoi personne n'a pensé à les nommer éthiciens de l'IA ? C'est le lot de tout exercice de prospective, à la fois limité, parfois simplificateur ou caricatural, mais tellement nécessaire, car le futur, c'est quand même là où nous allons passer le restant de notre vie, comme le disait Woody Allen. Ce petit livre n'en reste pas moins d'une lecture stimulante et positive, qui pourra donner des idées tant aux jeunes qu'aux moins jeunes, et aussi fournir des arguments pour une véritable culture numérique partagée, data, IA, etc. Comment ne pas passer à côté ? Merci pour cette sélection. La playlist de Laurence, c'est la fin de ce podcast. Déjà, fin de cette émission ici au Quai des Savoirs. Merci à tous de nous avoir suivis, de plus en plus nombreux à vous connecter sur nos plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcast ou encore Google Podcast. Abonnez-vous, n'hésitez pas à mettre les petites étoiles également, ça fait toujours plaisir. Vous allez retrouver toutes les infos de cette émission et les références sur quaidesavoirs.fr. Je remercie Laurent Codoul à la technique. Merci Arnaud Maisonneuve à la réalisation de ce podcast. À très vite ici et bien sûr pour comprendre le monde qui nous entoure et notre avenir. Restez curieux. À bientôt.